Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table aujourd'hui le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Benmoussa et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la ZTL, la loi PLM et Édouard Hoffmann. Vous commenciez à vous familiariser avec la ZFE, et bien faites de la place pour la ZTL, pour zone à trafic limité. Les contours de ce projet ont été récemment dévoilés. Dès juin 2025, le trafic automobile de passage sera exclu du centre-ville de Lyon. Des bornes escamotables vont être installées et seuls les riverains, les TCL, les VTC, les livreurs ou encore les artisans pourront rentrer dans la presqu'île entre les terreaux et la place Bellecour. Ces bornes resteront toutefois abaissées chaque matin de 6h à 13h pour faciliter l'approvisionnement des commerces. Alors Raphaël, c'est finalement un projet qui est assez light par rapport à ce que beaucoup craignaient depuis l'origine de Presqu'île à vivre. Oui, on peut dire quand même enfin, parce que c'est un projet autour duquel on tourne depuis des années. Effectivement, si on peut avoir un regret, c'est que le programme des écologistes était d'avoir beaucoup de zones piétonnes dans l'agglomération. Au début de mandat, on imaginait qu'il y en aurait dans différents arrondissements. Ils ont raté, à mon avis, l'occasion de le faire juste après le Covid. Parce que là, on avait redécouvert la ville sans voiture, le plaisir de se l'approprier à pied. Il y avait l'occasion d'aller plus vite à ce moment-là. Moi, je suis assez favorable aux zones piétonnes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je trouve que socialement, c'est déjà aussi beaucoup plus juste que les ZFE. Là, il y aura une dizaine de rues qui seront piétonnisées en Presqu'île. Mais après, c'est plutôt du bon sens. C'est-à-dire que c'est pas tout piéton. On permet aux résidents d'y aller. Alors après, il y a toujours les esprits chagrins qui nous expliquent que c'est la mort du petit commerce, la mort de la petite ville. Quand j'étais enfant, dans les années 80, on allait à Saint-Jean en voiture. Et beaucoup de gens disaient que c'est pas possible, il faut se développer encore plus la voiture. Édouard Herriot, c'était encore avant, il voulait raser quelques immeubles Renaissance parce que franchement, ça empêchait les camions de se croiser dans la rue Saint-Jean. Au final, on a piétonnisé et je crois que personne ne le regrette. Farid, sur la ZTL avec la ZFE, les levées de boucliers, ça a rejeté encore plus loin les habitants de banlieue et du périurbain de la ville de Lyon. Là, ils se sont dit, là, on tient un truc. Là, on va empêcher tout le monde de rentrer, sauf ceux qui sont assez riches pour s'acheter des grands appartements dans Lyon-Centre. Tous les autres, on ne vous veut pas. Après, ça règle les problèmes de rodéo à Bellecour, je crois. L'été, il y avait des problèmes de ça. Là, ça va être réglé. C'est pas les bornes escamotables qui vont empêcher les motos de passer. Rodéo été. Peut-être les motos de passer, etc. Ouais. C'est vrai que les berlines, par contre, c'est globalement réglé par rapport à la situation qu'on avait pu connaître en début de mandat. Non, globalement, non. Il y a toujours ces problèmes. Dès que les gens ils louent des voitures dans nos banlieues à nous, ils viennent vous dire qu'ils ont loué une jolie voiture et ils passent à fond toujours à Lyon-Centre. Bon, ils pourront moins passer là sur Lyon-Centre. Après, c'est pas vraiment des rues piétonnes puisqu'il y aura toujours les vélos. Les vélos ils pourront toujours y aller, les trottinettes pourront toujours y aller. Donc ça sera toujours difficile de marcher sans se prendre un vélo ou une trottinette. Une voiture, ça se voit un peu mieux. Après, moi, je pense à la différence de. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus, c'est que sur la presqu'île qui est piétonne aujourd'hui, il y a très peu de pistes cyclables. Et qu'en réalité, du coup, on met les vélos, notamment rue de la République, au milieu de tout le monde, où c'est pas adapté. Et il manque un peu de courage, effectivement, pour faire une piste cyclable. Alors la mairie du 2e ne veut pas, ils vont debout sur l'idée d'une piste cyclable qui permettrait d'utiliser, de faire transiter tout simplement les vélos. Ça serait mieux, moins dangereux. Tant qu'à faire du piéton, il faut mettre une piste cyclable à côté, pas un mélange. Et vous les mettez où, vos pistes cyclables ? Rue Victor Hugo, rue de l'Arrêt, vous les mettez où ? Rue Victor Hugo, rue de l'Arrêt. Non, un peu à droite, là. Non, mais sur les contre les sur les berges. Non, on peut en mettre il pourrait y avoir des belles pistes cyclables là. Mais on pourrait en mettre aussi sur la rue de la République. Et donc on interdirait la rue de l'Arrêt aux cyclistes ? Non, ou pied au sol. C'est avec les vélos pied au sol. Alors, à Barcelone, c'est ce qui se passe. Pied à terre. Le sol et la terre, c'est la même chose. Ça se joue pas grand-chose. Les gens s'y retrouvent. C'est-à-dire à Barcelone, c'est interdit de passer en vélo ou en trottinette au milieu des piétons. Au Ramblas, essayez de passer avec un vélo, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va pas très bien se passer. Donc les gens, ils peuvent venir en vélo sur les proximités avec les pistes cyclables. Mais après, c'est pied à terre quand ils sont au milieu des enfants et des poussettes. Non, mais la rue de la République, on peut avoir des accords. On peut avoir des points d'accord. Ouais, non, mais la rue de la République, elle est assez grande pour qu'on fasse une piste cyclable. Il n'y a pas de raison de pas faire. Mais vous la mettez où ? Une piste cyclable. Non, à droite, un peu à droite. Une piste cyclable rue de la. Oui. Non, il faut la mettre derrière ou devant, quoi qu'il en soit. Pas sur la rue de la République ?
Non. Personne ne se pose cette question. Mais c'est justement ça qu'il faut pas. Parce que non, mais c'est vrai. Ouais, je ne sais pas si vous y allez, samedi, place sur la rue de la République, là, et quand il y a la foule qui est là, on ne peut pas du tout traverser. Par Imagine contre, pour une le piste cyclable commerce, au milieu, ce serait extrêmement dangereux. Pour revenir sur le commerce, Ouais. ils sont morts. Hein. Alors, À la presqu'île, au les niveau écologistes disent que ça va Ah non, dynamiser le commerce. Ah non, ça va dynamiser les commerces américains, les grandes chaînes pour nourrir les touristes qui vont se promener à Lyon-Centre. Mais tout ce qui est ancienne boutique, tout ce qui est boutique de proximité, ça c'est foutu. Hein. Là, les gens, quoi qu'il en soit, là on vient de voir qu'à Villefontaine, ils autorisaient l'ouverture le dimanche dans leur commerce pour le village des marques, etc. Je vois à Saint-Genis-Laval, comme il s'est développé le centre commercial. Je vois Porte du Nord à Saint-Priest, comme c'est développé. En fait, ça va tout finir en périurbain. Et le centre-ville et la part déjà en cours. Ouais, mais c'est Ça un n'a rien à voir avec la ZTL. Ah si, un mouvement. Il n'y a pas de ZTL aujourd'hui. Hein. Oui, mais les gens déjà. C'est le village des marques qui existe effectivement. Oui, mais le ZTL existe entre guillemets. Hein. Il n'y a plus personne qui a envie de venir en voiture à Lyon. C'est tellement la galère. J'avais oublié cette histoire. Je suis allé voir un spectacle. C'est dur à oublier. J'avais zappé qu'il y avait tous ces travaux à Lyon. Ah, mais c'est impossible de circuler en voiture. Oui, mais là, c'est à cause des travaux. Oui, mais les travaux. Mais à la ZTL vont remplacer les travaux derrière. Après, par la suite, les gens ne pourront plus rouler. Les gens ne viendront plus en voiture. Ça ne sera plus la logique de dire tiens, je vais aller faire mes courses à la Part-Dieu, je vais acheter des choses, ou je vais aller à Bellecour, ou je vais aller à Confluence. Là, c'est fini. Dans l'histoire de la ville, c'est les années 70 qu'on a vraiment développé la voiture en centre-ville. C'est dans ces années-là que la ville a perdu 120 000 habitants. Ils sont allés s'installer dans le reste de l'agglomération. Donc, dire que réduire la place de la voiture. Lyon n'a jamais perdu 120 000 habitants. Si, bien fait. Bah, on n'avait pas 700 000 habitants en 72. Non, on est passé de 500 et quelques à 500 autour de 400 dans les années 80. Les années 70. Passé entre fin des années 60 et début des années 80, il y a 120 000 habitants. Donc le résumé, c'est que les commerces, aujourd'hui sont un peu condamnés. Un peu dans la manière de voir les choses, les commerces un peu traditionnels. Puisque après, je ne sais pas ce que vous appelez un commerce traditionnel. C'est vrai que je comprends que le bijoutier du centre-ville qui a des clients du Mont d'Or qui viennent acheter et qui ont besoin de se garer juste devant pour pouvoir repartir avec des montres à 30 000 euros. C'est pas très gros une montre. Ce qui est embêtant, c'est si vous voulez acheter une oui, mais télévision plasma. ce qu'ils expliquent, c'est que leurs clients ne prendront pas le métro pour aller venir acheter des montres à 30 000 euros. Ils viendront en voiture. Donc oui, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à Redoute Intérieure, à PM, comme ou des choses comme ça. Un magasin de meubles en centre-ville, c'est sûr que je n'irai plus. Est-ce que c'est franchement très adapté? Ils se sont montés quand même. Ces gens-là, ils ont payé des pas de bail. Ils se sont adaptés. On les a reçus à Grande-Pont. On a monté l'hôpital, je sais plus comment. On les a accueillis. On leur a dit installez-vous là. Ces comme gens, toutes les zones commerciales autour de l'agglomération qu'on a construites, mais c'est pas compliqué. L'enjeu, bien sûr. Non, mais bien sûr, je ne dis pas que c'est simple pour les commerces, mais évidemment qu'il y aura des évolutions. Après, toutes les zones piétonnes partout dans le monde, c'est des zones extrêmement commerçantes. Donc, ce ne sera pas les mêmes, c'est sûr. Ce ne sera pas le même commerce. Peut-être pas, un commerce mondialisé, un commerce pour touristes, un commerce de franchement, de la passage. République, on est déjà sur un commerce très mondialisé. Donc, c'est pas moi, l'enjeu. c'est les à côté. C'est-à-dire, on avait une rue, on va dire Disneyland, la rue République, où c'est le monde. Mais après, à côté, ça restait quand même un petit peu lyonnais. C'était sympa. Il y avait des promenades, des magasins qui changeaient un peu. Il y y avait des artisans. Il faut gérer que les gens vont se promener beaucoup plus. On verra bien. Regardez à Saint-Jean, si c'est que du mondialisé, au contraire, avoir des gens qui se baladent en ville, c'est que du mondialisé à Saint-Jean. Ouais, ça a changé, hein, Saint-Jean. Il n'y a plus rien de local. Il n'y a plus rien. Il y a des glaciers, il y a beaucoup plus de commerce aussi. Des attrapes touristes. Il y a beaucoup de touristes. Pas que. Il y a aussi, pour le coup, il y a des bijoutiers très sympas. Il y a des créateurs. Il y a des choses intéressantes à Saint-Jean. Mais vers Saint-Paul alors, mais pas Saint-Jean. Romain sur la ZTL. Et puis derrière Saint-Jean du métro, je peux vous donner l'adresse d'un bijoutier. Franchement excellent, juste derrière le métro. C'est la Saint-Valentin, donc c'est vrai que c'est pas bête, un bijoutier. Très bien, noté. Pour vous, Raphaël. Allez Romain, rapidement sur la ZTL de manière globale. Non, mais de manière globale, effectivement. Alors, est-ce qu'ils ont raté le Covid de 2020 ? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire ça. Ça aurait pu marcher si le projet de piétonisation avait été dans les cartons réellement en 2017. Là, effectivement, on aurait pu penser qu'au moment où il n'y avait plus de voitures, parce qu'il n'y avait plus aucun
plus aucun transport à cause du Covid. À ce moment-là, on faisait les bornes, à l'été 2020 ou à l'automne 2020, ça aurait pu marcher. Mais sinon, évidemment, ils n'ont rien raté parce que c'était infaisable dans le temps imparti. À partir du moment où ils arrivaient en juin 2020, il fallait gérer le Covid. Ils ne pouvaient évidemment pas, avec toutes Il faut faire des concertations, des oui, études, voilà, des des concertations, études d'impact. il faut mettre... Tout ça pouvait se lancer à cette vitesse-là. Il y avait une discussion d'ailleurs entre Bruno Bernard et Grégory Doucet là-dessus. Bruno Bernard, son intuition était que si Grégory Doucet n'allait pas plus vite sur la piétonisation, lui n'arriverait pas à faire la ZFE dans les temps. Et de fait, il a repoussé la ZFE. Oui, non mais je vois pas trop le lien, mais de toute façon, c'est des choses complètement différentes. La piétonisation, c'était pas faisable pour profiter de l'effet Covid. C'était pas faisable techniquement, juridiquement, donc c'était même pas le problème. La question, c'est pourquoi ce projet emblématique qui paraît effectivement assez facile à faire pour des Verts, parce que c'est quand même une population. Bon, alors le deuxième pas totalement, mais il y a quand même. Ils ont été grosso modo élus pour qu'il y ait moins de voitures. Comment ça se fait qu'en 2025, on en soit encore à dire pour juin, il y aura moins de voitures dans la zone. Alors que, par exemple, ce qu'ils faisaient au tout début, c'est-à-dire on piétonise complètement un samedi, ils l'ont fait 2 ou 3 fois, ils auraient dû le faire 100 fois. Depuis 2020, pour montrer combien c'est... Alors effectivement, sans doute, il y a des commerçants qui vont y perdre, mais aussi plein de commerçants qui vont y gagner, parce qu'il y a énormément de gens qui déambulent. Et après, moi je pense quand même qu'il fallait mettre plus de pistes cyclables, même dans la rue de la République, parce que les vélos d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les vélos de mon enfance, qui étaient légers. Et maintenant, vous avez des vélos cargo qui doivent peser, je sais pas moi, 80 kilos. Vous heurtez un piéton avec un vélo cargo, c'est dramatique, alors qu'avant... ça allait. Donc évidemment, il fallait faire plus de samedis où on montre que ça marche très bien et que c'est très bien et que ça avance, ça plaît à beaucoup de gens. Et il fallait mettre des vraies pistes cyclables parce qu'effectivement, dans la rue de la République, il faut aussi que les vélos passent sans heurter les gens. Allez, je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet. On parle beaucoup de la loi PLM en ce moment, puisque le gouvernement a toujours l'ambition de la modifier, essentiellement pour retrouver une chance de ravir Paris à la gauche. À Lyon, l'enjeu principal, c'est de savoir si on va créer un 3e scrutin, celui de la mairie centrale, en plus des métropolitaines et des municipales par arrondissement. Les arrondissements, c'est ce qui intéresse d'ailleurs Thomas Dossus, sénateur écologiste, qui a déposé une proposition de loi cette semaine. Romain Mels, il estime que la démographie a évolué depuis 1982 et que donc il faut donner davantage de poids électoral à certains arrondissements. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de dire on n'a pas fait évoluer le nombre de conseillers municipaux élus par arrondissement, alors que la population de ces arrondissements a considérablement évolué. Dans le cas du 7e arrondissement, il montre bien avec ces chiffres que si vous prenez le dernier recensement, vous êtes à un conseiller municipal pour 8 ou 9 000 habitants. Alors que si vous êtes dans le deuxième, vous êtes à peine à 5 000. Donc on est grosso, pas tout à fait, mais presque au double. C'est-à-dire qu'effectivement, un habitant du 2e arrondissement est 2 fois mieux représenté d'une certaine façon qu'un habitant du 7e arrondissement. Bon. Ça, c'est à la fois très juste, parce qu'après tout, l'idée de la démocratie, c'est qu'il faut que chaque représentant représente à peu près le même nombre de gens. Mais dans quelle mesure c'est pas un peu un contre-feu à cette espèce de serpent de mer il faut refonder la loi PLM? Je me demande quand même s'il y a une vraie urgence à repenser ce rapport entre les arrondissements. Il me semble plutôt que ça consiste, pour les écologistes de Lyon, y compris Bruno Bernard, à dire à Paris, si vous voulez tripatouiller le mode de scrutin, on a d'autres façons de le tripatouiller que vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, réfléchir plutôt à cette question fondamentale qui est effectivement le rapport entre les mairies d'arrondissement et la mairie centrale, qui est quand même particulièrement embêtant à Lyon, où vous avez une métropole. Donc vous avez les mairies d'arrondissement qui sont un lieu d'accueil du public à 100%, la métropole, qui est un lieu de politique publique avec énormément d'argent, et au milieu, la mairie centrale, qui reste politiquement au niveau national quelque chose d'important, parce que le maire de Lyon, ça compte au niveau national, mais vous voyez, il y a une petite difficulté là quand même. Farid, les arrondissements cités par Thomas Dossus sont essentiellement des arrondissements populaires qui ont gagné beaucoup en habitants et donc à qui il aimerait donner davantage de poids électoral. C'est légitime comme demande ? Bien sûr que c'est légitime. Chaque habitant devrait être représenté de la même manière partout en France, mais on se rend bien compte que ce n'est pas possible. C'est une loi de 1982, mais c'est la même chose pour les taxes foncières, où un habitant de Saint-Jean paiera moins de taxes foncières qu'un habitant des Minguettes. C'est le gros machin qu'est l'administration en France. Ils le modifient que quand ça les arrange. Mais c'est vrai que cette loi PLM, j'en avais parlé il y a 2 semaines,
On m'avait dit que c'était pas possible. A priori, c'est ressorti des cartons et ils voudront bien le placer pour. Mais c'est que l'histoire de Paris. Après, sur Lyon, qu'est-ce qui va se passer? Pas véritablement de vue là-dessus. Bon, on verra bien, on va attendre. Hein. Raphaël? Oui, bon, Lyon va être très clairement sacrifié sur l'hôtel de Paris dans cette histoire-là, parce que on ne regarde pas du tout les problématiques lyonnaises sur la question effectivement de la répartition des compétences entre la ville et les arrondissements. Il y a un sujet, parce qu'effectivement, les habitants, ceux qui connaissent, ce sont les mairies d'arrondissement, qui ont très peu de moyens d'action. On parle toujours de réfléchir à la répartition du pouvoir. Effectivement, ça pourrait être un débat utile. Donc ça, ce ne sera pas abordé. La seule chose qui intéresse les centristes et la droite, c'est de voir le mode de scrutin qui pourrait peut-être leur permettre de gagner Paris. Encore que, c'est pas démontré. Et donc Lyon devra suivre, avec le problème que ça fera 3 élections à Lyon le même jour. A priori, c'est pas possible. 4. Je viens de lire ce matin dans le journal que le président Macron veut mettre le référendum le jour des municipales de 2026. Dans le Parisien aujourd'hui. Je me suis dit, alors là, à Lyon, nous... C'est un bulletin par seconde. On va passer la journée à voter. Non, mais c'est véritablement ça. Vous lirez dans le Parisien. Donc, on en aurait 4. Je ne sais pas comment ça passe à Lyon, parce qu'effectivement, entre... ça, je n'ai pas retenu l'information. Mais du coup, en tout cas, sans parler de référendum, on parlerait de décaler du coup les métropolitaines. Les mettre au mois de juin, ça veut dire faire un mode de scrutin à Lyon, alors que il n'y aura aucune autre élection au niveau national. À Lyon et dans les autres... Enfin, à Lyon, dans la métropole de Lyon, mais pas du tout ailleurs en France. Donc du coup, ça va être complètement avec décalé. une participation qui risque d'être faible. Ce qui est embêtant là-dedans, c'est que ce serait 2 dynamiques assez différentes et d'augmenter les chances d'une dissociation en fait entre les municipales et l'élection métropolitaine. Donc un mode de scrutin métropolitaine 3 mois après, c'est quand même... je pense que c'est un scénario qui est quand même vraiment pas pensé pour Lyon. Quand elle a décalé de 2 ans, je ne crois pas qu'ils en veuillent. Donc, on va voir ce que ça va être. Non, mais puis voter à Lyon et dans les 58 autres communes, alors que toute la France ne vote pas, au nom de quoi les Lyonnais et les Grands Lyonnais devraient voter quand les autres ne votent pas? C'est quand même la France. Et on se rend compte quand même que quand c'est décalé, le vote à droite est vachement plus fort. Comme on a vu à Francheville, comme on a vu à Grenoble, qu'on a vu à Villeneuve, je sais pas quoi. Saint-Georges. Les gens, ils sont... À Saint-Georges, à Lyon aussi, c'était très à droite. Ils sont plus concentrés pour ce vote décalé, quoi. Donc ça risque de changer quand même la vision, le vote sur Lyon, sur une élection plus globale. C'est vrai, peut-être que le décalage est à droite, on ne sait pas ça. Ça dépend quand même beaucoup de la dynamique nationale à ce moment-là. Alors ça veut dire qu'il y a une dynamique retaillée en ce moment? Bah super. Ouais. Sans doute. Allez, restons à... Il n'y a pas une dynamique à l'EFI, en tout cas. On en reparlera. Restons à Lyon pour les élections municipales avec un nouveau challenger sur la ligne de départ. Il s'agit d'Edouard Hoffmann, un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais que les journalistes connaissent bien déjà depuis quelques années. C'est l'un des principaux contributeurs de la page Facebook Saccage Lyon, qui recense les tags, la dégradation de la propreté et de l'insécurité à Lyon. Alors, est-ce que ce type de profil peut fédérer le ras-le-bol des habitants? Est-ce qu'on a trouvé notre Farid Ben Moussa lyonnais? Ouais, ça marche pas, ça. Je l'aurais bien vu. Parce que je suis le seul. Non, je serais président de la République à ce niveau-là, parce que je suis quand même un petit peu embêtant aussi. Je suis l'équivalent de M. Hoffmann, je pense, qui dénonce les incivilités, les problèmes d'insécurité, de propreté dans sa ville. Est-ce que ça fait élire? Je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, personnellement, je connaissais même pas le nom de ce monsieur Hoffmann. Je connaissais le nom de Saccage Lyon. Donc, s'il se présente sous le nom de Saccage Lyon, il y aura peut-être des voix, mais sous son propre nom, je ne connaissais pas. Donc, c'est à peu près la même problématique. Dénoncer, est-ce que ça fait un vote? Je ne sais pas. Après, il sera peut-être récupéré par la droite, la gauche, ou je ne sais pas qui, et il s'additionnera. Il aura peut-être une valeur ajoutée sur une liste déjà en place, mais est-ce qu'il a envie d'être récupéré? Je ne le connais pas du tout, ce monsieur. Donc, voilà. Mais moi, si je ne le connais pas, alors que je m'intéresse à la politique, je suis en train de me poser des questions sur les habitants de Lyon. Est-ce qu'ils vont voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Romain? Non, mais oui, après, c'est sympathique qu'on parle de Hoffmann. Moi, je suis tout à fait positif, mais c'est vrai que d'abord, ça m'a permis de découvrir aussi. Je n'avais jamais entendu parler ni de Saccage Lyon, ni d'Edouard Hoffmann. Ça a l'air d'être une personnalité, disons, un peu limite, passionnante, mais qui a peu de chances de pouvoir agréger qui que ce soit autour de lui. À mon avis, il est seul. Or,
Alors, je ne sais pas s'il peut se présenter sous le nom de Saccage Lyon, mais il faut quand même faire des listes dans des arrondissements avec des gens dessus, et ça n'arrivera visiblement jamais. Il était persuadé, enfin, j'ai lu une interview de lui où il y a 2 ans, il dit, quoi qu'il arrive jamais, pourquoi je serais assez fou pour me présenter aux élections, tout le monde me dit, il faut le faire, alors je cède à la pression, donc je pense qu'il s'est inventé une pression, et après prendre des photos, alors il est décorateur, visiblement il a un goût extrêmement développé, il est issu d'une famille sans doute noble, il a un château familial, c'est admirable. C'est quelqu'un qui doit avoir effectivement un goût, et ça doit être, chez lui, ça doit être superbe. Mais bon, on va quand même pas tous défiler, on est 500 000 à peu près, on va pas tous défiler dans son arrondissement en se disant, non, dans son appartement, dans les pentes de la Croix-Rousse, en disant c'est tellement beau, et puis c'est chic. Puis si vous pouviez faire ça avec Lyon, évidemment on va voter pour vous. Donc, alors oui, il a dit oh non, mais je suis allé parler à Béatrice de Monti, je la connais très bien, mais c'est pas exactement ça qu'il faut faire. Je suis allé parler avec Georges Képénékian, je le connais très bien, mais il n'a pas l'air de m'adouber. Alors moi, par contre, je parle à Olas, et il a dit Olas, c'est vraiment, je lui demande de me rejoindre, et j'en ferai mon, je le cite, hein, j'en ferai mon super ministre. Donc là, je me suis dit, bon, là, on est ailleurs. Alors c'est intéressant que vous parliez de Jean-Michel Aulas, puisqu'on en a parlé sur ce plateau. Là, il est de retour sur les réseaux sociaux où il tense les écologistes, où il parle de problèmes du quotidien, les embouteillages, les travaux, ce genre de choses. Il y a quand même une appétence, alors est-ce que c'est uniquement sur les réseaux sociaux, mais pour les gueulards et ceux qui pointent du doigt les problèmes du quotidien et qui du coup ne parlent pas de tout ce qui est important aussi, c'est-à-dire les écoles, la culture, le sport, etc. Voilà. Donc est-ce que ça va pas au-delà du réseau social, selon vous, Raphaël? Est-ce que ça s'arrête à ses amis Facebook de la page Saccage Lyon? C'est un signe de faiblesse de la droite lyonnaise, ça c'est sûr. Et de l'opposition en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'opposition, on entend plutôt des figures qui sont extérieures à l'opposition elle-même, donc pas les élus, ce qui est embêtant. Et ces figures, sur quoi on les entend sur les bouchons et sur les tags. Mais pas sur les bouchons lyonnais. Pas sur les embouteillages. Qui a Christophe Marguin. Mais, oui, il y a Christophe Marguin. On n'a pas parlé dessus. On est plutôt sur les embouteillages et les tags. Et des sujets, alors c'est très bien pour on va dire fédérer des colères, mais qui ne feront pas une élection. Parce que clairement, en fait, en plus, les gens qui sont dans les bouchons ou les commerces qui se plaignent, souvent, ils habitent pas à Lyon, alors que ceux qui habitent ici, ils sont plutôt demandeurs qui ont un peu moins de voitures. Donc, au contraire, je pense que c'est plutôt favorable aux équipes en place. Mais c'est surtout le signe qu'en fait, on n'entend pas du tout de projet du côté de l'opposition. C'est-à-dire que quand Gérard Collomb est au pouvoir, on entendait quand même une musique sur cette ville est trop minérale, ça manque d'espace vert, ça manque de végétalisation, ça manque de réflexion sur la transition écologique. On sentait une aspiration qui, au final, est devenue un projet et qui a amené les écologistes à la tête de cette ville. Là, à droite, tant qu'on les entendra que sur ces sujets-là, on est sûr qu'il n'y a aucune aspiration. Donc je ne dis pas ça pour la métropole. Je pense que sur la métropole, les choses sont bien plus partagées. Mais en tout cas, sur la ville de Lyon, oui, c'est le signe de la faiblesse de la droite. Après, les gueulards, ça commence à marcher. Hein. Il suffit de regarder Trump. Oui, mais on dit toujours les États-Unis, c'est 10 ans d'avance. Oui, donc il est peut-être pas bon Hoffman pour cette élection, mais s'il se présente pour 2030, il a peut-être un truc. Mais ça dépend où il se présente. Voilà. Mais Trump, il ne gagne pas à New York. Il gagne, ouais, mais ça dépend où ça se présente. Ouais. Par contre, Jean-Michel Aulas, si lui commence à s'énerver dans sa voiture et qu'il se dit je vais quand même me lancer, et que la droite se met derrière lui, ciao Grégory Doucet, hein, il va repartir sur son vélo directement dans les ONG. Hein. Je suis pas sûr. Oh, mais la métropole, oui. Je fais un petit pari sur Aulas. Après, on pourra en reparler. Quoi qu'il en soit, je vote pas à Lyon, donc ils font ce qu'ils veulent. Le super ministre. En tout cas, peut-être qu'Aulas à Vénissieux aurait ses chances alors. Aulas, n'importe où. Aulas, n'importe où, je pense qu'il aurait ses chances. Et à Vénissieux, quelqu'un qui tient un petit peu la route, il aurait ses chances en 2 minutes. Hein. Parce que vu les équipes qui sont en place, n'importe qui a envie de se présenter à Vénissieux gagnerait. Mais personne ne veut se présenter à Vénissieux. C'est vrai, vous n'avez pas envie, vous? Moi, personnellement, non. Moi, je suis le Hoffman de... J'ai un super appartement aussi. Hein. Ah il est magnifique, il est fait avec vous, mais ça ne gagne pas une élection. Ouais, il faudra passer. Ah bah, il faut absolument qu'on aille voir, et après on vote peut-être pour Farid. Et on ne votera probablement pas pour Hoffman. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com. On se dit à la semaine prochaine.